Je reçois maintenant Robert Hirsch. Bonsoir. Bonsoir. Alors, votre père était diamantaire, oui. chaussée d'Antin. Hein, et alors vous, je ne sais pas si c'est vrai cette anecdote, mais elle est incroyable. Un jour, vous allez en vacances à Jean-les-Pins avec vos parents. La scène est libre pendant un instant, une scène d'un petit concert, d'un petit truc. Vous montez sur la scène et vous dansez, vous perdez votre pantalon. Un petit, et il y avait Charlie Chaplin. Oui. C'est vrai ça? C'est vrai. C'était à Jean-les-Pins. Et c'était c'était donc sur la plage, il y avait une sorte de piste de danse au-dessus. Et puis je montais, et comme je montais souvent, alors j'avais toujours un gâteau au chocolat, les serveurs me connaissaient. Et puis j'ai dansé. Et puis en effet, j'ai perdu mon. Et il y avait Chaplin. Et après, on vous a appelé en France, vous avez commencé après-guerre, on disait c'est le Chaplin français. C'est vrai, c'est un surnom que vous avez. Bah c'est vrai, on l'a souvent dit, d'ailleurs. Oui, mais enfin, je veux dire, c'est tellement, pour moi, c'est tellement quelque chose de. Non, mais je sais que vous êtes modeste, Robert, mais enfin, quand même. Non. Alors, après, évidemment, toute votre vie, vous êtes pendant la guerre à Montmorillon, dans la Vienne, il y a la distribution des prix. Vous aviez quel âge? Ben là, je devais avoir dans les 14-15 ans. C'est ça, vous faites Carmen. Hein. Carmen, oui, avec tout. Et alors après, vous apprenez, vous êtes danseur, vous apprenez à danser, mais pas du tout avec des profs, vous apprenez avec des livres devant la glace chez vous, c'est ça? Et puis avec des jeunes filles qui étaient réfugiées également, à ce moment-là à Montmorillon, qui elles faisaient de la danse rythmique. Ah oui, d'accord. Vous voyez, les grandes popards, les choses avec des voiles, mais qui avaient une base de danse, et donc la barre était à peu près la même. Donc ce sont elles qui, petit à petit, alors il y a eu des petits galas, comme ça se fait dans une petite ville comme était Montmorillon. Et puis, ça a commencé comme ça. Vous avez été réfugié pendant toute la guerre là-bas, quoi. 5 ans. 5 ans. Oui. Alors, vous revenez à Paris, on vous propose d'entrer au quadrille de l'Opéra, c'est l'époque de Serge Liffard. Je passe l'examen, oui, à l'Opéra. Vous êtes accepté, vous refusez, pourquoi? Parce que d'abord, j'ai attendu presque 3 mois avant d'avoir une réponse. Mais je suivais quand même des cours de théâtre. J'allais chez Simon, j'allais chez Escante. J'avais beaucoup d'amis qui faisaient du théâtre. Et puis au bout de 3 mois, j'ai reçu un petit bout de papier, hygiénique, vraiment un petit machin comme ça, écrit vous êtes prié de venir signer votre engagement dans le deuxième quadrille de l'Opéra. Voilà. Et puis à ce moment-là, et puis la grande raison, c'était le départ de Serge Liffard. Liffard pour moi, provincial pendant 5 ans, c'était quelque chose. S'il partait, c'était plus pareil. Alors, il faut dire quand même une chose, hein, c'est que vous aviez un drôle de caractère. Alors, vous rentrez pensionnaire en 48, hein, vous avez 23 ans. Hein. Ensuite, vous êtes élu sociétaire à l'unanimité, ce qui est rare, et vous êtes resté à la Comédie Française jusqu'en 73. Alors, je dis les rôles, comme il y en a eu tellement, mais enfin, Scapin, Néron, Raskolnikov, Bousin, Harlequin, etc. Et alors, vous avez 2 problèmes. Premier problème, c'est que vous êtes un peu les jeunes Turcs à la Comédie Française et vous vous heurtez un peu à la vieille garde, non? Les jeunes Turcs, ça a été naturellement un surnom donné par la presse. C'est Jean Meyer. C'est Jean Meyer, voilà, qui était à la base de cette espèce. Il y a eu quand même un vrai renouveau avec Jean Meyer. Puis, il faut lui rendre cette justice à la Comédie Française. Ça a commencé avec le Dindon, si vous voulez, le Feydeau. Mais c'est vraiment la base de ça, c'est Meyer qui n'a pas fondé une autre troupe au sein de la troupe, mais qui a rénové la troupe, mais qui a tiré à lui surtout des jeunes. Toute la bande, hein, Charon, et enfin, Manuel, mais il y avait tout le monde, il y avait Jean, il y avait Vous avez bercé mon enfance, Robert Hirsch. Alors, vous êtes un peu l'enfant terrible de la Comédie Française, parce que vous voulez toujours faire d'autres trucs. Et à la Comédie Française, il faut savoir, quand on y est et qu'on veut faire autre chose, il faut demander la permission. Toujours. Et vous avez eu plein de problèmes, et un jour, vous devez remplacer Jean Richard à l'Amiral, qui est un cabaret de l'époque, et là, on vous le refuse carrément, quoi. Vous étiez la forte tête, quand même. J'étais pas facile, mais j'étais pas une teigne, vous voyez ce que je veux dire. Bon, mais je passais mes nuits à l'Amiral avec Roger Pierre, Jean-Marc Thibault, Maillan qui était à ce moment-là, il y avait aussi Daricole au piano, il y avait Lefebvre qui avait son numéro dessous là, dans le et c'était mon havre. C'était votre ciel bleu, ça vous changeait des classiques et de la comédie française. C'était le bonheur d'être avec eux, de prendre un verre avec eux, de parler avec eux. Bien sûr, c'était des amis. Chouettes copains. Voilà. Alors ça a été le premier problème, donc. Et le deuxième problème, alors là, c'est quand même... vous vous êtes heurté, vous êtes affronté, querellé avec André Malraux, ministre du général de Gaulle, parce que, si j'ai bien compris, vous défendiez le fait qu'on puisse aussi jouer la Biche, Feydeau, tout ça, et pour Malraux, la Comédie Française, c'était Racine, Corneille... Je crois que pour Malraux, la Comédie Française, c'était surtout... Il n'aimait pas du tout la Comédie Française. Mais pas du tout. Un jour, dans une émission qui s'appelait Télé Paris, qui était présentée par Jacques Chavannes, hein, on s'en souvient, vous faites une déclaration assez anti-Malraux, et M. Chavanon, qui était président de la RTF à l'époque... On m'interdit. Vous interdit, c'est incroyable. De télévision. Vous interdit d'antenne, si vous n'avez pas le droit de paraître, on n'a plus le droit de citer votre nom. Pendant 4 mois.
Aujourd'hui, ça existe toujours, mais c'est plus sournois, disons. Oui, oui. Hein. Dans l'Israël, il y a une lumière rouge. Oui, aujourd'hui, il y a des listes noires aujourd'hui. Mais vous avez vraiment été officiellement, interdit. Parce que j'avais dit exactement, qu'est-ce que pensez-vous? Alors, il y a eu la question sur Malraux. Le ministre nous avait promis, que ce sera fait avec douceur, sans heurts et sans muflerie. La douceur, on l'attend, la muflerie, on l'a. Alors, mais vous étiez infernal. Hein. Alors, en 74, vous quittez la Comédie Française. Hein, et là... Est-ce qu'on peut dire, sans vous choquer, que vous avez finalement un bilan assez mitigé de votre carrière après la Comédie Française? C'est-à-dire que je suis sorti du Français, j'ai fait une pièce au Bouffe Parisien, une pièce de Jamiac, où je me suis ramassé, mais on a joué 100 fois. J'ai enchaîné, parce que je me suis dit, si on tombe de cheval, il faut remonter tout de suite, il ne faut pas un. Et on m'a proposé 2 pièces de Victor Haïm que j'aimais énormément, L'Abîme et la Visite, avec Daniel Delorme, 2 pièces à 2 personnages, mise en scène par Yves Robert, qu'on a joué 50 fois. C'est-à-dire que j'ai enchaîné bide sur bide. Et après, il y a eu l'apport de la télévision. Pendant un an, j'ai fait 4 pièces, 4 mélos de Frédéric Lemaître. Bien sûr. On sent bien, vous êtes un acteur qui vous donnait absolument sur scène. C'est ce qui a toujours fait d'ailleurs votre charme et votre succès. Vous dites, quand la salle réagit, moi, quand une salle réagit, je plongerai, enfin vous l'avez dit il y a longtemps, je plongerai sur des tessons de bouteilles. Ça, c'est extraordinaire, cette espèce de... Vous êtes prêt à tout. Oui, c'est-à-dire que... Et c'est vrai, je veux dire, pas sur des tessons de bouteilles, mais j'ai plongé à côté d'un matelas, une émission en direct avec Maillan, et je me suis cassé le bras. J'ai fait la liste de vos blessures. Alors, vous êtes cassé un bras à la télé, ça devait être cette fois-là. Une double entorse dans Les Amants Magnifiques. La tête enflée dans la machine à écrire de Cocteau, à force de taper par terre. Vous avez vu 36 chandelles dans Scapin, et vous vous êtes blessé dans 36 chandelles, qui était la fameuse émission de Jean Noin. Et alors, le pire de tout, c'est le jour où vous avez avalé une moustache, c'est ça? Vous jouiez avec Georges Chamara? Parce que c'est pas croyable. Oui, le Vaugrat, Bernard Zimmer. Et j'avais une moustache. Et pour faire vrai, au lieu de me coller une moustache, on mettait du vernis et du crêpé. Vous voyez, des bouts de cheveux, des petites choses comme ça. Et à un moment, il devait me faire taire. Je jouais mon père, il devait me faire taire. Il me mettait la main sur la figure. Comme il me faisait des fois assez violemment, je lui fais attention. Et un jour, il m'a fait ça et je fais... Et là, tous mes poils me sont venus dans la... Et après, vous êtes allé sur scène, vous deviez crier, mais en fait, vous avez crié pour de vrai, parce que vous aviez vraiment... j'ai tout fait, quoi. Écoutez, vous n'êtes pas vexé quand on dit que vous êtes un cabotin, parce que vous êtes... Mais non, vous avez dit dans le Bulletin de Paris en 1950, c'est pas d'hier, hein, vous avez dit « je suis un cabotin », ben voilà. Mais oui, mais c'est vrai. Je veux dire, c'est vrai, pour moi, vous voyez, comme vous me le dites, c'est un compliment. Alors, bon... Vous dites, et on le comprend bien, vous dites quand je ne joue pas, je me sens inutile. Vous dites j'ai de la chance, je sais ce qui me rend heureux. Et finalement, vous donnez l'impression de quelqu'un de très simple, hein, pas du tout très simple, seul. Vous avez dit j'étais amoureux une fois 7 jours et puis voilà. Oui, je crois, hein, vous avez une vie privée très simple. Complètement, oui. C'est-à-dire que c'est une chose que... C'est pour ça que je ne parle jamais de moi, parce que je ne vois pas ce qui pourrait intéresser qui que ce soit. Si j'ai un intérêt quelconque, c'est sur scène. Bien sûr. Sinon... Des phrases formidables en parlant d'amour. Vous dites l'amour, c'est un violon dingue. Mais enfin, il faut quand même se souvenir que Ingres, pour lui, l'essentiel, c'était la peinture. Oui. Voilà. Alors, dernière question qui n'est pas la plus drôle. En 93, effectivement, vous avez eu un infarctus en jouant La Folie de Guitry. Une folie, oui. Et depuis, vous prenez vos petites pilules, là. Oui, bah, ça c'est ta vie, la petite pilule, le petit patch. On a tous nos petites pilules. Est-ce que vous, sérieusement, vous aimeriez mourir en scène? Oh, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas un truc... Je trouve ça ridicule. Bon, d'accord. Enfin, ridicule. Si ça m'arrive, je peux pas faire autrement. C'est clair. Vous voyez ce que je veux dire? Mais d'ailleurs, il y a eu des choses, bon, la facture en disant, comme Molière, il a fait... Mais il n'est pas mort en scène, Molière. Il est mort chez lui. Il a eu un malaise. Il n'est pas vraiment mort en scène? Non. Ah bon, d'accord. C'est un mythe encore, Il a eu le malaise, il crachait le sang, on l'a sorti de scène et puis on l'a emmené chez lui. Mais pas du tout. Bon. Je voudrais mourir tranquillement et loin et sans qu'on... Chez vous, au Palais Bourbon, là-bas, hein, pas savoir à quelle heure on... Rien, voilà. Merci. Hein. C'est moi qui vous remercie. Je suis heureux de vous avoir rencontré. Merci beaucoup. Moi aussi. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.